À ma petite fille, Chloé, je lègue 1 euro. Des rires éclatèrent autour de la table, vifs et cruels. Les joues de Chloé brûlaient tandis que le notaire continuait sa lecture, énumérant des millions d'actifs appartenant désormais à ses cousins. Avec des doigts tremblants, elle accepta la pièce unique que lui tendait le juriste, une pièce commémorative d'1 euro avec les initiales de son grand-père gravées sur la tranche. « C'est tout », murmura-t-elle, le son à peine audible dans le silence soudainement pesant du grand bureau aux boiseries sombres. Le notaire, maître Stéphane Fournier, croisa son regard avec une expression indéchiffrable. « Pour l'instant », murmura-t-il si bas que seule Chloé put l'entendre. Chloé Dubois avait toujours été la déception de la famille, elle avait abandonné ses études, serveuse divorcée, et maintenant, l'héritière d'1 euro symbolique pendant que ses proches se partageaient des millions. Mais ni Chloé ni sa famille suffisante ne pouvaient imaginer comment cet unique euro allait transformer sa vie et la bataille pour la garde de ses enfants. 48 heures plus tard, les néons agressifs du café du pont projetaient des ombres dures sur le visage de Chloé alors qu'elle remplissait les tasses de café avec une précision mécanique. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'humiliante lecture du testament, mais le souvenir cuisait encore comme une plaie vive. La pièce d'1 euro reposait dans la poche de son tablier, un rappel constant et froid du rejet final de son grand-père. « Commande prête, Chloé !» La voix du cuisinier la tira de ses pensées. Elle équilibra 3 assiettes le long de son bras avec une aisance professionnelle, naviguant entre les tables bondées. Le coup de feu du petit déjeuner au café du pont signifiait des pourboires, et les pourboires signifiaient une chance de se battre lors de sa prochaine audience de garde d'enfants. « Je vous resserre, monsieur Anne ?» demanda-t-elle à un couple âgé à la table 6. L'homme hocha gentiment la tête. « Vous travaillez dur aujourd'hui. »« Tous les jours », répondit Chloé. Les mots se coincèrent dans sa gorge. Léo et Manon passaient le week-end avec leur père, Lucas. Le droit de visite et d'hébergement fixé par le tribunal ne lui accordait que 2 week-ends par mois avec eux. Un arrangement douloureux qui pourrait bientôt devenir encore plus restrictif. Son téléphone vibra dans sa poche. Stéphane Fournier, le notaire de son grand-père. Chloé fronça les sourcils. Que pouvait-il bien vouloir? Elle avait déjà reçu son héritage, la totalité de son euro. Je dois prendre cet appel, dit-elle à son manager. Dans la ruelle derrière le bistrot, Chloé répondit. Maître Fournier, si c'est pour signer d'autres papiers, je peux passer à votre étude après mon service. Madame Dubois, l'interrompit-il. Votre héritage est incomplet. Que voulez-vous dire? J'ai eu mon euro. Tout le monde a bien ri. Cette pièce est plus qu'il n'y paraît. Je dois vous montrer quelque chose demain. Je suis occupé demain. J'ai une audience de garde d'enfants. À quelle heure? 9 heures. Je passerai vous prendre à midi. Cela ne peut pas attendre un jour de plus. Avant qu'elle ne puisse protester, il raccrocha. Chloé fixa son téléphone, perplexe. Un autre euro, un billet de 10 euros cette fois. Quel que soit le jeu auquel son grand-père jouait d'outre-tombe, elle n'avait pas le temps pour ça. Pas avec l'avenir de ses enfants en jeu. Le lendemain matin, le palais de justice se dressait devant elle, ses colonnes de pierre et ses larges marches projetant une autorité qui lui noua l'estomac. À l'intérieur, les bancs en bois vernis de la salle d'audience numéro 3 étaient durs et impitoyables. Elle portait sa meilleure tenue, une robe bleu marine d'un dépôt-vente, et la seule paire de talons qu'elle n'avait pas vendue pour couvrir la facture de chauffage de l'hiver dernier. De l'autre côté de l'allée, Lucas Duval était assis avec assurance dans son costume sur mesure, son avocat penché pour lui murmurer quelque chose qui le fit hocher la tête. « Levez-vous », annonça l'huissier alors que la juge Monique Leclerc entrait. Chloé se leva, lissant nerveusement sa robe. La pièce d'1 euro pressée contre sa cuisse depuis l'intérieur de sa poche. Elle l'avait apportée comme un rappel que même la famille pouvait vous rayer de la carte, qu'elle devait mener ses propres batailles. « Asseyez-vous », dit la juge Leclerc, ajustant ses lunettes en examinant le dossier devant elle. Il s'agit de la suite de la procédure de garde pour Léo et Manon Dubois, mineurs âgés de 13 et 8 ans. J'ai examiné les rapports de l'évaluateur nommé par le tribunal et les déclarations financières des deux parties. L'avocate de Chloé, une commise d'office nommée Sandrine Moreau, lui serra la main pour la rassurer, mais Chloé avait vu le rapport de l'évaluateur. Il mettait l'accent sur la stabilité, la sécurité financière et un environnement constant. Tous des domaines où le revenu à 6 chiffres de Lucas lui donnait un avantage dévastateur sur son poste au SMIC. La juge Leclerc leva les yeux.
Monsieur Duval fournit une assurance maladie, les frais de scolarité d'une école privée et a conservé le domicile familial, offrant une continuité aux enfants pendant cette transition. Madame Dubois, bien que clairement dévouée à ses enfants, travaille avec des horaires variables et réside dans un appartement 2 pièces où les enfants doivent partager la chambre pendant qu'elle dort sur un canapé-lit. La gorge de Chloé se serra, chaque mot martelant son inadéquation aux yeux du tribunal. Madame la juge, intervint Sandrine. Ma cliente a postulé à des postes de directrice adjointe dans 3 établissements et est inscrite à des cours du soir pour terminer son BTS. Son dévouement à améliorer sa situation tout en maintenant des liens étroits avec ses enfants doit être pris en considération. L'avocat de Lucas, un homme aux cheveux argentés dans un costume coûteux, se leva. L'intention ne fournit pas la stabilité, madame la juge. Les résultats scolaires des enfants montrent une amélioration des performances pendant les périodes où ils sont principalement sous la garde de mon client. Monsieur Duval a aménagé un bureau à domicile pour lui permettre plus de flexibilité autour des horaires des enfants, et sa mère vit à proximité pour l'aider en cas de besoin. Après mûre réflexion, annonça la juge Leclerc, j'accorde la garde principale à Monsieur Duval, Madame Dubois bénéficiant d'un droit de visite un week-end sur 2 et d'un dîner en soirée par semaine. Les mots frappèrent Chloé comme des coups physiques. Garde principale à Lucas. Elle ne verrait ses enfants que 6 jours par mois. Madame la juge, commença-t-elle, se levant en chancelant. S'il vous plaît. Madame Dubois, la coupa fermement la juge, mais non sans une certaine bienveillance. Cet arrangement pourra être réexaminé dans 6 mois si votre situation change de manière substantielle. Je vous encourage à poursuivre vos études et à trouver un emploi plus stable. Le maillet du juge tomba avec finalité. Chloé resta figée alors que Lucas et son avocat rassemblaient leurs papiers, leurs expressions satisfaites à peine dissimulées. En passant, Lucas s'arrêta. Je demanderai à Léo et Manon de t'appeler ce soir, dit-il, sa voix assez basse pour qu'elles seules l'entendent. Peut-être que cela te motivera à remettre de l'ordre dans ta vie. Après leur départ, Chloé resta assise, engourdie, tandis que Sandrine examinait leurs options. Nous pouvons faire appel, mais sans changement de circonstances, il est peu probable que cela réussisse, expliqua doucement l'avocate. Concentrez-vous sur la création de stabilité. Documentez tout. Soyez ponctuel pour chaque visite. Chloé hocha la tête machinalement, serrant son sac à main. À l'intérieur, ses doigts trouvèrent la pièce d'1 euro. Sans valeur, tout comme ses promesses à ses enfants qu'ils seraient toujours ensemble. Dehors, la pluie avait commencé à tomber. Chloé vérifia sa montre. 11 heures. Stéphane Fournier arriverait d'une minute à l'autre. Elle envisagea d'annuler, de se retirer dans son appartement pour panser ses plaies en privé. Qu'est-ce qui pouvait bien importer maintenant? Une berline noire luxueuse s'arrêta au bord du trottoir et Stéphane Fournier en sortit avec un parapluie. La cinquantaine, les cheveux poivre et sel et des lunettes cerclées de métal, il avait les mouvements mesurés de quelqu'un habitué à gérer des affaires délicates. Madame Dubois, dit-il, tendant le parapluie pour la couvrir. J'ai entendu parler de la décision. J'en suis sincèrement désolé. Chloé leva les yeux, surprise. Comment le saviez-vous déjà? J'ai des amis au palais de justice, répondit-il. Raison de plus pour laquelle ce que je vais vous montrer est d'une importance capitale. Je viens de perdre la garde principale de mes enfants. Quel que soit le jeu de mon grand-père avec cet héritage, je n'ai pas l'énergie pour ça aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu, Madame Dubois. Votre grand-père, Jean-Paul, était bien des choses, mais il n'était pas cruel. S'il vous plaît, accordez-moi 2 heures. Ce que je m'apprête à vous montrer pourrait tout changer, surtout pour Léo et Manon. Ils roulèrent en silence pendant près d'1 heure, laissant la ville derrière eux. Chloé regarda l'étalement urbain céder la place à la banlieue, puis à la campagne vallonnée. La pluie s'était arrêtée, laissant tout propre et scintillant. Où allons-nous exactement? Demanda-t-elle finalement. Dans la Drôme, répondit-il. Votre grand-père y possède plusieurs hectares. Chloé fronça les sourcils. Je pensais que Nicolas avait hérité de toutes les propriétés. Il a reçu les biens commerciaux et le domaine familial, corrigea Stéphane. Cette propriété était détenue séparément dans une fiducie avec des conditions très spécifiques. La voiture grimpa plus haut dans les collines avant d'atteindre une crête. Stéphane s'arrêta à un belvédère et coupa le moteur. Avant d'aller plus loin, dit-il en se tournant vers elle, je dois voir la pièce. Chloé hésita,
puis sortit l'euro de sa poche. La tenant, Stéphane hocha la tête. Puis-je? Elle la lui tendit, le regardant l'examiner de près, la tournant pour capter la lumière sur les initiales gravées. Jean-Paul Dubois était un visionnaire, dit Stéphane. Et bien plus sentimental que les gens ne le pensaient. Saviez-vous qu'il a gardé chaque lettre que vous lui avez écrite quand vous étiez enfant? Vraiment? Dans un coffre-fort dans son bureau. Il aimait particulièrement celle où vous aviez conçu une ville parfaite pour votre projet scolaire. Vous aviez 10 ans, je crois. Je m'en souviens, dit doucement Chloé. Il m'avait aidé à faire des recherches. Nous avions passé un samedi entier à la bibliothèque à chercher des informations sur l'architecture durable. Il n'a jamais oublié ce jour. Ni votre projet. Il fit un geste vers le pare-brise. Regardez en bas. Chloé se pencha en avant, regardant dans la vallée en contrebas. Au début, elle ne vit que la forêt et un ruban scintillant de rivière. Puis elle remarqua de petites structures dispersées parmi les arbres, reliées par des sentiers sinueux. Des panneaux solaires brillaient sur les toits. Un plus grand bâtiment se dressait près de ce qui semblait être un petit barrage sur la rivière. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « C'est l'écouvillage du soleil. Votre héritage. » Il redémarra la voiture, continuant sur la route sinueuse qui descendait dans la vallée. L'esprit de Chloé s'emballa. Ce ne pouvait pas être réel. Si son grand-père lui avait laissé une propriété, pourquoi cette comédie avec l'euro? Pourquoi ce secret? Alors qu'ils approchaient du fond de la vallée, un portail apparut. Simple mais élégant, en fer forgé, avec l'écouvillage du soleil arqué sur le dessus. Stéphane s'arrêta, baissa sa vitre et pressa la pièce dans une indentation circulaire à côté d'un clavier. Le portail s'ouvrit silencieusement. La pièce et la clé, expliqua Stéphane. Littéralement. Je ne comprends pas. Vous allez comprendre. La route débouchait sur une clairière circulaire avec une fontaine en son centre. Autour du périmètre se trouvait ce qui semblait être un foyer communal et plusieurs bâtiments plus petits. Des gens étaient visibles, travaillant dans des potagers, marchant le long des sentiers, transportant des fournitures entre les bâtiments. Alors que Stéphane se garait, Chloé remarqua quelque chose d'étrange. Les gens avaient cessé ce qu'ils faisaient et se rassemblaient, regardant vers la voiture, non pas avec suspicion, mais avec ce qui semblait être de l'anticipation. « Savent-ils que nous venons » demanda-t-elle. Stéphane hocha la tête. « Ils vous attendent depuis un certain temps. » Chloé sortit de la voiture, hésitante. Une femme d'une soixantaine d'années s'approcha, ses cheveux argentés tirés en une tresse pratique, son visage buriné s'illuminant d'un sourire chaleureux. « Chloé Dubois, dit-elle. Je suis Marie Lavigne. Nous attendions de vous rencontrer. » Chloé lui serra la main. « Je suis désolé, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Mon grand-père m'a laissé 1 euro, pas tout ça. L'euro était la clé. La fiducie ne pouvait être exécutée tant que vous ne veniez pas physiquement ici avec. » Jean-Paul était très spécifique à ce sujet. Une petite foule s'était maintenant rassemblée, peut-être une trentaine de personnes d'âge variés. Il regardait Chloé avec une curiosité ouverte et ce qui semblait être une chaleur authentique. Un homme dans la trentaine, utilisant des béquilles, s'avança. Malgré ses difficultés de mobilité évidentes, il se déplaçait avec détermination et confiance. Hugo Lemaire, se présenta-t-il. Génie militaire, retraité. Je m'occupe du micro-barrage hydroélectrique et du réseau électrique ici. Bienvenue dans votre héritage. Je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que cet endroit? Stéphane sortit une enveloppe scellée de sa mallette. Peut-être que ceci vous aidera. Votre grand-père a laissé ceci pour vous, à n'ouvrir que lorsque vous arriveriez ici. Avec des doigts tremblants, Chloé brisa le sceau et déplia la lettre à l'intérieur. L'écriture était familière, la même qui avait signé les cartes d'anniversaire et les quelques lettres de son enfance. Ma très chère Chloé, si tu lis ceci, c'est que Stéphane a tenu sa promesse de t'amener à l'écouvillage du soleil. La pièce d'1 euro qui semble si insignifiante est en fait la clé de mon véritable héritage. Et maintenant, le tien. Il y a des années, tu m'as montré ta vision d'une communauté parfaite, durable, coopérative et en harmonie avec la nature. Tandis que d'autres l'ont rejeté comme une fantaisie d'enfant, j'y ai vu la sagesse. Au cours des 15 dernières années, j'ai discrètement transformé cette vision en réalité.
L'écovillage du Soleil abrite 60 micro-maisons, un foyer communal, des ateliers, des jardins et un barrage hydroélectrique qui fournit de l'énergie propre. Plus important encore, c'est le foyer d'une communauté de personnes extraordinaires qui partagent ta vision, bien qu'elles ne sachent pas encore quelle était à l'origine la tienne. J'ai laissé la majeure partie de ma fortune à Nicolas et aux autres car ils ne valorisent que l'argent. Mais à toi, ma véritable héritière en esprit, je laisse quelque chose de bien plus précieux, un héritage vivant et les moyens de le développer. La fiducie de l'écovillage du Soleil possède cette terre et pourvoit à ses opérations de base. En tant que régisseur, tu auras à la fois la responsabilité et les ressources pour guider son avenir. Stéphane t'expliquera les détails juridiques. Pourquoi ce secret? J'ai appris que le vrai caractère se révèle lorsque les gens croient qu'il n'y a rien à gagner. Tes cousins auraient fait semblant de partager ma vision s'ils avaient su ce qui les attendait. Toi seul as le cœur pour gérer cette communauté comme elle le mérite. Mon héritage attend ma véritable héritière. Cela a toujours été toi, Chloé. Avec amour et foi, grand-père Jean-Paul. Chloé baissa la lettre, les larmes brouillant sa vision. Autour d'elle, la communauté attendait, expectative. Ces étrangers qui, d'une manière ou d'une autre, croyaient déjà en elle. Il y a plus à vous montrer, dit doucement Marie. Incapable de parler, Chloé hocha la tête en suivant Marie et Hugo le long d'un sentier au cœur de l'écovillage du Soleil. La pièce d'1 € pesait lourd dans sa poche, non plus un symbole de rejet, mais la clé d'un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et quelque part au fond de son esprit, une petite flamme d'espoir s'alluma. Peut-être qu'avec cet héritage, elle pourrait enfin fournir la stabilité que le tribunal exigeait et ramener Léo et Manon à la maison, là où ils appartenaient. La visite de l'écovillage du Soleil se déroula comme un rêve. Chloé suivit Marie et Hugo à travers la communauté, luttant pour assimiler l'ampleur de ce qu'elle voyait. 60 micro-maisons nichées parmi les arbres, chacune d'environ 40 mètres carrés, magnifiquement conçues avec des matériaux durables. Des panneaux solaires complétaient l'énergie hydroélectrique du barrage. Les jardins communautaires s'épanouissaient sous le soleil de fin de printemps. Chaque résident contribue selon ses compétences, expliqua Marie alors qu'il marchait. J'ai été infirmière militaire pendant 20 ans, donc je supervise nos besoins médicaux. D'autres enseignent, cultivent, construisent ou entretiennent nos systèmes. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Demanda Chloé. 8 ans, répondit Marie. J'ai été l'une des premières. Jean-Paul m'a trouvé alors que je luttais contre un syndrome de stress post-traumatique après mon dernier déploiement. Cet endroit m'a guéri. Hugo hocha la tête en signe d'accord. Histoire similaire pour beaucoup d'entre nous. Ils s'approchèrent du foyer communal, un bâtiment de 2 étages avec de larges fenêtres et une grande terrasse. À l'intérieur, Chloé découvrit une grande salle commune avec une cuisine, une salle à manger et des sièges confortables. Des étagères de livres tapissaient un mur et un tableau d'affichage présentait les annonces de la communauté et les listes de tâches. Nous nous réunissons ici pour les repas 3 fois par semaine, dit Marie. Sinon, chaque maison a sa propre kitchenette. Le 2e étage abrite des salles de classe, un petit poste médical et notre centre de communication. Communication? Demanda Chloé. Internet par satellite, système de radio d'urgence et une petite ferme de serveurs pour notre réseau interne, expliqua Hugo. Une jeune femme aux cheveux courts et avec un appareil photo en bandoulière s'approcha. Vous devez être Chloé. Je suis Zoé Traoré, journaliste environnemental. Je documente la restauration de la faune dans la vallée pour un reportage. Chloé lui serra la main. Alors, vous ne vivez pas ici? Juste de passage pour quelques mois. Je campe près de la limite. J'étudie l'écosystème. Votre grand-père m'en avait donné la permission avant de décéder. Tout le monde, laissez un peu d'espace à Chloé, intervint doucement Marie, remarquant l'expression submergée de Chloé. Elle a déjà eu une sacrée journée. Stéphane s'avança. Peut-être devrions-nous montrer à Chloé le poste de contrôle du barrage. C'est là que la 2e fonction de la pièce entre en jeu. Ils quittèrent le foyer communal et suivirent un sentier jusqu'à la rivière où un petit barrage créait un réservoir en amont. Le poste de contrôle était un modeste bâtiment de béton et d'acier, bourdonnant du son des turbines. C'est là que ça devient intéressant, dit-il. Le système de contrôle nécessite 2 formes d'authentification, une clé physique et un code numérique. Il indiqua une petite fente en forme de pièce à côté du panneau. Votre euro est la clé physique. Chloé sortit la pièce,
l'examinant avec une nouvelle compréhension. Et le code, c'est la partie brillante. Seul Jean-Paul le connaissait, et il ne l'a jamais partagé avec personne, pas même avec moi. Il a dit que son héritière le connaîtrait. Comment pourrais-je connaître un code qu'il ne m'a jamais dit? Il a insisté sur le fait que vous le sauriez. C'était quelque chose que seuls vous deux partagiez. Chloé hésita, puis inséra soigneusement la pièce dans la fente. Le panneau s'illumina, révélant un clavier et une invite, entrer le mot de passe. Elle le fixa, l'esprit en ébullition. Quel code son grand-père aurait-il pu s'attendre à ce qu'elle connaisse? Anniversaire, date spéciale. Que se passe-t-il si je me trompe? Demanda-t-elle. 3 tentatives infructueuses verrouilleront le système pendant 24 heures, expliqua Hugo. Mais ne vous inquiétez pas, le barrage fonctionne sur des systèmes redondants. C'est juste pour l'accès administratif. Chloé ferma les yeux, pensant à son grand-père. Quel numéro aurait-il choisi que seule elle connaîtrait? Puis l'idée lui vint. Le jour où ils avaient passé à faire des recherches sur les communautés durables. Il avait taquiné son obsession pour les dates précises. Lentement, elle tapa sa date de naissance, 17 octobre 1983. L'écran devint vert. Accès accordé. Bienvenue, régisseur. Hugo siffla doucement. Il avait raison. Vous le saviez. L'écran changea pour afficher un aperçu du système. Statistiques de production d'énergie, niveau d'eau, système de sécurité. Dans le coin, une notification clignotait. Nouveau régisseur reconnu. Fichier sécurisé disponible. Quel fichier? Demanda Chloé. Ce sont les documents de la fiducie, expliqua Stéphane en parcourant la liste. Tout ce dont vous avez besoin pour comprendre votre rôle de régisseur. C'est accablant. Allons vous installer, suggéra Marie. Il y a une résidence du régisseur près du foyer communal. Vous avez l'air d'avoir besoin de repos et de temps pour digérer tout ça. La résidence du régisseur s'avéra être un chalet légèrement plus grand que les micro-maisons, avec une chambre, un bureau, une cuisine et un salon confortable. De grandes fenêtres donnaient sur la communauté et la vallée. Votre grand-père séjournait ici lors de ses visites, expliqua Marie. Le frigo est plein et il y a des draps propres sur le lit. Laissée seule, Chloé erra dans le chalet, ses doigts caressant les meubles que son grand-père avait utilisés. Sur le bureau, elle trouva des photos encadrées, une d'elle enfant, assise sur les genoux de Jean-Paul, une autre de la vallée avant le début des aménagements. Elle s'affaissa sur la chaise de bureau, émotionnellement épuisée. L'audience de garde semblait s'être déroulée il y a des jours, et non des heures. Elle vérifia son téléphone. Pas de réseau. Bien sûr. Le téléphone satellite est dans le tiroir du haut, avait dit Stéphane avant de partir. Pour les urgences. Le service cellulaire normal est disponible au bâtiment des communications si vous devez passer des appels. Je dois prendre des nouvelles de mes enfants. Bien sûr, avait répondu Stéphane. Je demanderai à quelqu'un de vous montrer le centre de communication quand vous serez prête. Il avait fait une pause. Chloé, il y a autre chose que vous devriez savoir. La fiducie comprend une allocation mensuelle significative pour le régisseur. Pour vous. Elle est destinée à vous permettre de vous concentrer sur la gestion de la communauté sans contrainte financière. De quelle importance? Avait demandé Chloé. 15 000 € par mois, avait dit Stéphane. Plus une couverture santé et des fonds pour l'éducation de vos enfants. La main de Chloé vola à sa bouche. 15 000 € par mois. Jean-Paul a été très clair à ce sujet. Le bien-être du régisseur était primordial pour le succès de la communauté. Après son départ, Chloé resta assise dans un silence stupéfait. Avec cette allocation, elle pouvait fournir tout ce que le tribunal jugeait nécessaire pour ses enfants. Un logement stable, une éducation, des soins de santé. Elle pouvait demander une révision de la garde immédiatement, sur la base de circonstances nouvelles. Utilisant le téléphone satellite, elle appela Lucas. Il répondit à la 3e sonnerie. « Chloé, où es-tu ? Ton téléphone tombe directement sur la messagerie. Je suis sur une propriété que mon grand-père m'a laissée, expliqua-t-elle. Il n'y a pas de réseau normal ici. Je voulais prendre des nouvelles des enfants. Une pause. Ils vont bien. Manon a eu une petite crise après le dîner, mais elle s'est calmée. Puis-je leur parler ?
Ils font leur devoir, dit Lucas. Écoute, à propos de l'audience. Je vais demander une révision, l'interrompit Chloé. Ma situation financière a changé de manière significative. Je peux fournir tout ce que le tribunal exige maintenant. À cause d'un héritage d'1 euro? Ta mère a mentionné cette mise en scène théâtrale à la lecture du testament. Il y avait plus que ça, dit Chloé. Je dois y aller, mais s'il te plaît, dis à Léo et Manon que je les aime et que je les verrai ce week-end. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre, ses mains tremblant. Lucas avait toujours été méprisant envers ses capacités, même pendant leur mariage. Maintenant, elle avait les moyens de lui prouver le contraire. Le lendemain matin, Chloé se réveilla sous les rayons du soleil qui traversaient des fenêtres qu'elle avait oublié de fermer. Pendant un instant, elle ne se souvint plus où elle était. Puis tout revint en cascade. L'écouvillage du soleil, l'héritage, la fiducie. Après une douche rapide, elle trouva Marie qui l'attendait sur la terrasse avec du café et du pain frais. « J'espère que ça ne vous dérange pas, » dit Marie. « J'ai pensé que vous apprécieriez un petit déjeuner avant la réunion du matin. » Réunion du matin? Le conseil communautaire se réunit tous les jours à 8 heures pour discuter des tâches et des problèmes à régler. En tant que régisseur, vous en êtes automatiquement la présidente, bien que la plupart d'entre nous gèrent les choses de manière coopérative depuis que Jean-Paul est tombé malade. Je ne sais rien de la gestion d'une communauté comme celle-ci. Aucun de nous ne savait au début. Vous apprendrez. Et puis, vous n'êtes pas seul. La réunion eut lieu dans le foyer communal avec une vingtaine de résidents représentant divers aspects des opérations de l'écovillage. Chloé écouta plus qu'elle ne parla, absorbant les rythmes et les relations de la communauté. Ils discutèrent des rotations du potager, d'une fuite dans l'une des micro-maisons et des plans pour le marché fermier d'été dans la ville voisine. Nous vendons nos surplus de produits et d'artisanat, expliqua un homme plus âgé nommé Pierre Martin. Les revenus retournent au fonds communautaire pour les fournitures que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes. Après la réunion, Hugo proposa de montrer à Chloé davantage des infrastructures de la propriété. Ils prirent un véhicule utilitaire électrique jusqu'à la limite et où le terrain montait vers la crête voisine. La propriété couvre environ 800 hectares, expliqua Hugo. La plupart étant préservation forestière, mais nous utilisons environ 40 hectares pour la communauté, les jardins et les vergers. 800 hectares. C'est énorme. Et un terrain de premier choix, ajouta Hugo. La propriété voisine a été achetée par Pterodine Minéraux l'année dernière. Il rôde autour de nos limites depuis. Pterodine? C'est l'entreprise de mon cousin Nicolas. Nous avons eu plusieurs incursions accidentelles de leurs équipes de géomètres. Votre grand-père les repoussait quand il est tombé malade. Comme s'il était invoqué par cette mention, le téléphone de Chloé sonna. Elle avait capté un signal au centre de communication plus tôt. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Chloé Dubois à l'appareil. Chloé, c'est Nicolas. Nous devons parler. Chloé se tendit. À propos de quoi? De cette propriété sur laquelle tu te trouves. J'aimerais te faire une offre. Je ne suis pas intéressé par la vente. Tu n'as pas encore entendu mon offre. 5 millions d'euros cash. Pour une serveuse avec des problèmes de garde, c'est une somme qui change la vie. Comment es-tu au courant de ma situation de garde? Le monde est petit, répondit Nicolas mielleusement. Lucas et moi avons des connaissances communes. Il a mentionné tes difficultés financières. 5 millions résoudrait ces problèmes du jour au lendemain. La propriété n'est pas à vendre, Nicolas. À aucun prix. Ne sois pas si hâtive, insista-t-il. Ce terrain possède d'importants gisements de lithium. Pterodine en a besoin pour notre production de batteries pour l'énergie propre. Tu aiderais l'environnement et assurerais l'avenir de tes enfants. J'assurerai leur avenir à ma façon, répondit fermement Chloé. Elle raccrocha, le cœur battant. Hugo l'étudia avec inquiétude. Tout va bien? Mon cousin vient de m'offrir 5 millions d'euros pour ce terrain. C'est une somme dérisoire comparée à la valeur des gisements de lithium, dit sombrement Hugo. Probablement plus de 50 millions, et c'est juste ce qu'ils ont identifié jusqu'à présent. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. 50 millions. Pourquoi crois-tu que ton grand-père a protégé ce terrain si soigneusement? Ce n'était pas seulement pour la communauté. C'était pour garder ses ressources hors des mains des entreprises. Il fit un geste vers la vallée autour d'eux.
Cet écosystème est rare et fragile. L'exploitation minière le détruirait et contaminerait le bassin versant pour des décennies. Ils retournèrent au foyer communal où Stéphane attendait avec une pile de documents. « J'ai préparé les papiers pour notifier au tribunal votre changement de situation », expliqua-t-il. « Avec l'allocation de régisseur et le logement fourni ici, vous avez un dossier solide pour une révision de la garde. » Chloé signa ou indiqué. « Dans combien de temps pouvons-nous déposer le dossier ?»« Aujourd'hui même, » promit Stéphane. « Il y a autre chose, » dit Chloé, expliquant l'appel de Nicolas. Il a mentionné des gisements de lithium. Il est aussi apparemment en contact avec mon ex-mari. Nicolas est impitoyable en affaires. S'il veut ce terrain, il ne s'arrêtera pas à un seul coup de fil. Il a offert 5 millions. Ce terrain ne peut être vendu sans le consentement unanime de tous les résidents plus le régisseur. C'est délibérément structuré pour empêcher exactement ce scénario. Bien, parce que je n'ai aucune intention de vendre l'héritage de mon grand-père, ni le mien. Le week-end suivant amena la première visite programmée de Chloé avec ses enfants depuis la décision de garde. Lucas devait les amener à l'écovillage du Soleil pour la journée, une perspective qui remplissait Chloé d'excitation et d'anxiété. Comment réagirait-il à cet endroit, au changement radical de sa situation? Elle passa le vendredi à préparer le chalet du régisseur, faisant le canapé-lit pour Léo et disposant les peluches préférées de Manon sur le lit de repos dans le bureau. Elle fit des biscuits, chose qu'elle avait rarement le temps de faire dans son appartement, et demanda à Pierre Martin les fraises les plus fraîches du jardin. Le samedi matin se leva, clair et chaud. Chloé arpentait le parking en gravier, guettant le SUV familial argenté de Lucas. Quand il apparut enfin, son cœur bondit dans sa gorge. Le véhicule s'était à peine arrêté que la porte passager s'ouvrit en grand et Manon en sortit, ses boucles sombres rebondissant. À 8 ans, elle était toute énergie et curiosité, bien que son accueil fût plus sobre que d'habitude, une étreinte rapide avant de reculer pour observer les environs avec méfiance. Léo sortit plus lentement, 13 ans et de plus en plus conscient de sa dignité. Sa ressemblance avec Lucas était frappante, le même nez droit et les yeux sérieux, mais il avait les cheveux roux cuivrés de Chloé. Il offrit un « Salut, maman » guindé. Lucas sortit en dernier, son expression un masque de neutralité soigneusement construit qui ne cachait pas tout à fait sa curiosité. « C'est inattendu, dit-il. Ton grand-père t'a laissé cet endroit? Ça s'appelle l'écovillage du Soleil, expliqua Chloé. Grand-père Jean-Paul l'a construit comme une communauté durable. Je suis la régisseur maintenant. Lucas haussa un sourcil. Régisseur? Ça sonne comme une responsabilité sans la propriété. Ça vient avec une allocation substantielle, répondit Chloé. J'ai déjà demandé une révision de la garde sur la base de mes nouvelles circonstances. Je les récupère à 19h. Après qu'il soit parti, Chloé se tourna vers ses enfants avec une gaieté forcée. Vous voulez la grande visite? Il y a une bibliothèque cabane dans les arbres qui pourrait te plaire, Manon. Et Léo, attend de voir la centrale solaire et le système du barrage. Manon s'anima légèrement à la mention d'une cabane dans les arbres, mais Léo haussa les épaules d'un air détaché. Papa dit que c'est juste une sorte de communauté alternative. Est-ce qu'il y a même des toilettes avec chasse d'eau? Oui, il y a des toilettes avec chasse d'eau, et Internet au débit, des douches chaudes, et tout ce à quoi vous êtes habitués, juste dans un emballage plus durable. La visite se déroula avec Manon montrant progressivement plus d'enthousiasme, tandis que Léo maintenait une indifférence étudiée. Ils rencontrèrent plusieurs membres de la communauté, dont 2 familles avec des enfants, qui invitèrent Léo et Manon à se joindre à un jeu de capture du drapeau au plus tard. « Je peux jouer, maman ?» demanda Manon. « Bien sûr, » dit Chloé. « Léo, et toi ? » Peut-être. « Je peux voir ce barrage dont tu as parlé ? » Chloé les mena au poste de contrôle où Hugo effectuait une vérification du système. Il accueillit chaleureusement les enfants, prenant un soin particulier à engager Léo. « Ta mère me dit que tu t'intéresses à l'ingénierie, » dit Hugo. « Ce système génère assez d'énergie pour toute la communauté, plus un surplus que nous revendons au réseau. » Léo se pencha avec intérêt. Comment se régule-t-il pendant les fortes pluies? Hugo se lança dans une explication qui devint rapidement technique. Chloé regarda avec étonnement la réticence de son fils fondre face à un véritable engagement intellectuel. « Tu devrais voir notre système de drone un de ces jours, » ajouta Hugo. Les yeux de Léo s'illuminèrent. « Vous avez des drones ?
J'en ai construit un pour mon club scientifique et technique le semestre dernier. Sans blague? Il faudra que tu m'en parles. Le soir, la visite avait dépassé les espoirs prudents de Chloé. Manon avait rejoint le jeu de capture du drapeau et s'était rapidement liée d'amitié avec une fillette de 9 ans nommée Léa Durand. Léo avait passé 2 heures avec Hugo à discuter de concepts d'ingénierie et avait même accepté de retourner au barrage le week-end suivant pour aider à la surveillance par drone. Alors qu'il dînait sur la terrasse du chalet, regardant les lucioles commencer à s'élever de la prairie, Manon posa la question que Chloé attendait. « Est-ce qu'on va vivre ici avec toi, maman ? » « J'y travaille, ma chérie. J'ai demandé au juge de réexaminer notre cas. » Léo fronça les sourcils. « Mais qu'en est-il de l'école, de mes amis ? La compétition de robotique est le mois prochain. On trouverait une solution pour tout ça, l'assura Chloé. Il y a un centre d'apprentissage ici, mais tu pourrais toujours aller à ton école actuelle si c'est ce que tu veux. C'est à environ 40 minutes de route. Papa dit que cet endroit sera probablement fermé, dit Léo. Il dit que c'est construit sur un terrain minier précieux et que l'entreprise de ton cousin le reprendra un jour ou l'autre. Ton père n'a pas toutes les informations, dit-elle prudemment. Ce terrain est protégé par une fiducie légale très solide. Il ne va nulle part. Le bruit des pneus sur le gravier annonça le retour précoce de Lucas. Chloé accompagna les enfants jusqu'au parking, le cœur lourd de la séparation imminente. « Je vous aime tellement tous les deux, dit-elle en les serrant fort dans ses bras. On se voit le week-end prochain, et on finira d'explorer. » Manon la serra férocement en retour. « Je veux revenir, dit-elle. Léa a dit que je pourrais aider dans le jardin des papillons. » Léo était plus réservé, mais réussit un petit sourire. Le truc des drones a l'air cool. Après qu'il soit monté dans le SUV, Lucas s'approcha de Chloé. « Un joli monde imaginaire que tu t'es trouvé, dit-il. Ne t'installe pas trop confortablement. » Nicolas Girard n'est pas connu pour accepter un non comme réponse, et il est convaincu que ce terrain lui revient de droit. C'est pour ça que tu lui as parlé de moi, que tu as planifié comment saper ma demande de garde? Je suis pragmatique, Chloé. Un arrangement avec Ptérodine assurerait l'avenir de nos enfants mieux que cette expérience de vie communautaire. Tu veux dire que ça assurerait ton avenir, rétorqua Chloé. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Des honoraires d'intermédiaire, un contrat de consultant, ou juste la satisfaction de me voir échouer encore une fois? Tu as toujours été naïve, soupira Lucas en se détournant. Certaines choses ne changent jamais. Alors que le SUV disparaissait sur la route d'accès, Chloé resta seule dans le crépuscule naissant, un sentiment familier d'impuissance menaçant de la submerger. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus la femme qui s'était tenue brisée devant ce tribunal. Elle avait des ressources maintenant, et une responsabilité, non seulement envers ses enfants, mais envers toute cette communauté. Pendant 2 semaines, la vie à l'écouvillage du Soleil prit un rythme qui semblait de plus en plus naturel à Chloé. Les matinées commençaient par les réunions du conseil communautaire, suivies de travail avec Stéphane sur les questions juridiques et l'apprentissage des détails opérationnels de la fiducie. Les après-midi la trouvaient souvent en train d'aider dans les jardins ou de passer du temps avec les résidents, absorbant leurs histoires et leurs compétences. La demande de garde avait été déposée avec une audience préliminaire prévue pour le mois suivant. Chloé parlait avec Léo et Manon tous les soirs via la connexion satellite au centre de communication. Leur conversation se réchauffait à mesure que l'excitation des enfants pour l'écouvillage du Soleil surmontait la résistance initiale que Lucas avait fomentée. Ce soir-là, Chloé était assise au bureau du chalet du régisseur, examinant les états financiers de la fiducie avec un étonnement croissant. Au-delà de la propriété physique et de l'allocation du régisseur, la fiducie détenait des investissements substantiels, assez pour assurer le fonctionnement de l'écouvillage du Soleil pour des décennies. Son grand-père avait créé quelque chose de vraiment durable dans tous les sens du terme. On frappa à la porte, interrompant ses pensées. Zoé se tenait sur la terrasse, son appareil photo à la main, l'air troublé. « Désolée de vous déranger si tard, dit-elle. Mais j'ai trouvé quelque chose d'inquiétant lors de mon relevé de la frontière aujourd'hui. » Elle connecta son appareil photo à l'ordinateur portable de Chloé, affichant des images d'hommes en uniforme de Ptérodine examinant la structure du déversoir du barrage. Les photos étaient clairement prises avec un téléobjectif depuis une position cachée. Ils prenaient des mesures et des échantillons d'eau, expliqua Zoé. Chloé étudia les images. C'était quand? Cet après-midi, vers 15 heures.
Je photographiais des martins pêcheurs quand je les ai repérés. T'ont-ils vu? Je suis assez doué pour rester caché quand il le faut. Ça vient avec le métier de photographe animalier. Chloé appela immédiatement Hugo, qui arriva en quelques minutes, le visage sombre en voyant les photos. Ce n'est pas bon, dit-il. C'est le système de décharge d'urgence. Ils n'ont aucune raison légitime de documenter ça. Pourrait-il le saboter? Demanda Chloé. Le silence d'Hugo fut une réponse suffisante. Nous devons augmenter la sécurité, décida Chloé. Zoé, seriez-vous d'accord pour installer des caméras de surveillance le long de cette frontière? Hugo, pouvons-nous programmer les drones pour une surveillance nocturne? Tous deux acceptèrent volontiers. À minuit, ils avaient mis en place un système de sécurité improvisé, des caméras au point stratégique, des drones programmés pour des vols de patrouille automatisés, et une rotation de volontaires pour des vérifications physiques toutes les 4 heures. Je prends la première garde, offrit Hugo. Dormez un peu, Chloé. Nous avons fait ce que nous pouvions pour ce soir. Mais le sommeil se révéla insaisissable. Chloé resta éveillée, rejouant l'appel de Nicolas dans son esprit. 5 millions d'euros avaient semblé une somme astronomique 2 semaines auparavant. Comprenant maintenant la vraie valeur de la Terre et de la communauté qu'elle soutenait, elle l'a reconnue pour ce qu'elle était, une offre insultante et basse conçue pour capitaliser sur son désespoir présumé. Le jour suivant apporta de fortes pluies, une tempête d'été qui fit enfler la rivière et garda la plupart des résidents à l'intérieur. Chloé rencontra Stéphane au foyer communal pour discuter de l'incursion à la frontière. Nous devrions déposer une plainte pour violation de propriété, conseilla Stéphane. Est-ce que ça les dissuadera? Demanda Chloé avec scepticisme. Probablement pas, admit Stéphane. Mais cela crée un levier juridique. De manière plus pratique, je suggère que nous accélérions le projet de marquage physique de la frontière. La fiducie autorise les mesures de sécurité. Ils passèrent la matinée à élaborer des plans pour le renforcement de la ligne de propriété, une combinaison de clôtures, de barrières naturelles et de signalisation claire. L'après-midi, la pluie s'intensifia, tambourinant sur le toit métallique du foyer communal où les résidents s'étaient rassemblés pour une projection de films impromptus pour les enfants et des jeux de société pour les adultes. Chloé était à mi-chemin d'une partie d'échecs avec Marie quand son téléphone sonna. C'était Hugo. « Chloé, tu dois venir au poste de contrôle du barrage, » dit-il, sa voix tendue par l'urgence. La pluie avait transformé les chemins en boue, mais Chloé courut quand même, arrivant essoufflée et trempée au bâtiment de contrôle. À l'intérieur, Hugo était penché sur des moniteurs affichant des lectures de niveau d'eau qui pulsaient d'un rouge colérique. « Les niveaux montent trop vite, » expliqua-t-il. Le déversoir automatique aurait dû s'ouvrir, mais il ne répond pas. Serait-ce une défaillance mécanique? Demanda Chloé. Possible, mais peu probable. Nous avons fait une vérification complète du système la semaine dernière. Hugo afficha un autre écran montrant une vue de caméra du déversoir lui-même. À travers la pluie battante, il pouvait voir que les vannes restaient fermées malgré la montée des eaux. Que se passe-t-il si elles ne s'ouvrent pas? Finalement, le barrage déborde, dit sombrement Hugo. Au mieux, nous perdons la production d'électricité. Au pire, des dommages structurels et une inondation en aval où se trouvent la plupart des maisons. Peut-on l'ouvrir manuellement? Oui, mais quelqu'un doit aller physiquement au mécanisme de contrôle du déversoir par ce temps. C'est dangereux. Combien de temps avons-nous à ce rythme? Peut-être 2 heures avant que ça devienne critique. De quoi as-tu besoin? Hugo attrapa une tablette étanche et une trousse à outils. Quelqu'un pour m'aider sur place pendant que j'essaie de contourner le système à distance. Je viens avec toi, l'interrompit-elle. C'est ma responsabilité, aussi. Ils prirent le véhicule utilitaire aussi loin qu'ils le purent, puis continuèrent à pied sous la pluie battante jusqu'à la structure du déversoir, un édifice en béton dépassant de la face du barrage avec une porte d'accès en métal. À l'intérieur, la salle des machines abritait les commandes manuelles. Hugo examina le système. Le bras de commande est physiquement bloqué. C'était délibéré. Chloé l'aida à retirer l'obstruction, ses mains engourdies par le froid et la peur. Dehors, la pluie continuait de marteler, et le rugissement de l'eau à travers les turbines du barrage avait pris un ton plus aigu, plus dangereux. La barre retirée, Hugo tenta d'activer la libération manuelle, mais le mécanisme gémit et se bloqua. Corrosion, marmonna-t-il. On peut le réparer? Pas assez vite.
Hugo réfléchit un instant. Il y a un autre moyen. Les vannes de crue d'urgence du côté ouest. Elles sont purement mécaniques. Pas d'électronique à pirater, pas de mécanisme complexe à saboter. De retour dans la tempête, ils pataugèrent dans la boue qui aspirait leurs bottes, se dirigeant vers le bord ouest du barrage, où un déversoir secondaire attendait. Un système simple de vanne actionné par une grande roue. Il leur fallut tous les deux, s'arc-boutant contre la vanne, pour commencer à la faire tourner. Centimètre par centimètre, les vannes s'ouvrirent et un puissant jet d'eau jaillit, soulageant la pression sur la structure principale. Ils continuèrent à tourner jusqu'à ce que la vanne ne bouge plus. Est-ce que ce sera suffisant? Halta Chloé. Hugo vérifia la tablette, qui montrait que les niveaux du réservoir commençaient à se stabiliser. Ça devrait tenir jusqu'à ce que la tempête passe. Ensuite, nous pourrons évaluer les dégâts et réparer correctement le déversoir principal. Alors qu'il retournait au poste de contrôle, une nouvelle alarme retentit sur la tablette d'Hugo. Il s'arrêta, fixant l'écran avec horreur. La digue ouest montre des signes d'érosion, rapporta Teil. Cette libération a créé plus de pression que la rive ne peut en supporter. Ils changèrent de cap, se dirigeant vers le bord ouest du réservoir, où la digue naturelle en terre faisait partie du système de confinement. À travers des rideaux de pluie, ils pouvaient voir l'eau creuser le sol, taillant un canal qui s'élargissait de minute en minute. Si ça casse, tout ce qui est en aval est en danger, cria Hugo. Nous devons alerter la communauté maintenant. Chloé attrapa la radio d'urgence du véhicule utilitaire. Attention à tous les résidents, diffusa-t-elle. Ceci est un avis d'évacuation d'urgence. La digue ouest est en train de céder. Rendez-vous immédiatement en hauteur. Répétez, rendez-vous en hauteur. De l'autre côté de la vallée, la sirène d'urgence se mit à hurler, son cri lugubre s'élevant au-dessus de la tempête. Chloé et Hugo coururent vers la communauté, s'arrêtant pour aider les résidents qui luttaient pour remonter les sentiers boueux vers la zone d'abri désignée sur la crête de l'Est. Marie avait pris les choses en main au foyer communal, organisant des équipes d'évacuation et vérifiant les noms sur la liste des résidents. 3 familles manquantes, rapporta T.L. La famille Morel, la famille Rousseau et la famille de Léa, les Chênes. Les Morel et les Rousseau travaillaient sur le projet de verger aujourd'hui, dit un volontaire. Ils n'ont peut-être pas entendu la sirène. Je vais les trouver, décida Chloé. Pas seul, insista Hugo. Zoé les rejoignit. Le drone peut t'aider. Ils conduisirent aussi loin qu'ils le purent. Puis, Zoé déploya le drone, ses lumières à peine visibles à travers l'averse. La tablette affichait une imagerie thermique, cherchant des signatures de chaleur humaine. Là, montra Zoé. Ça doit être les Morel et les Rousseau. Les familles s'étaient réfugiées dans un abri à outils, ignorant le danger jusqu'à ce que Chloé et Zoé arrivent et les escortent en sécurité. Au moment où ils retournèrent au foyer communal, l'eau avait commencé à déborder de la digue ouest, se précipitant vers les maisons les plus basses. Les Chênes? Demanda Chloé à Marie. Toujours portée disparue. Leur maison est dans la section la plus basse. Sans hésiter, Chloé attrapa un gilet de sauvetage et une corde des fournitures d'urgence. Je sais où ils sont. Ils ont cet atelier au sous-sol où la réception est mauvaise. Je viens avec toi, dit Zoé. Ils prirent le dernier véhicule utilitaire, naviguant sur des sentiers de plus en plus inondés. Par 2 fois, ils durent abandonner le véhicule et continuer à pied, pataugeant dans une eau jusqu'aux genoux qui devenait de plus en plus rapide. La micro-maison des Chênes était déjà entourée d'eau quand ils arrivèrent. Chloé frappa à la porte, criant par-dessus le rugissement de l'inondation. Pas de réponse. L'entrée de l'atelier est à l'arrière, se souvint-elle. Il y a une porte extérieure qui mène directement au sous-sol. Ils la trouvèrent partiellement submergée, mais toujours accessible. Chloé l'ouvrit de force et ils descendirent dans l'atelier sombre. Là, ils trouvèrent Léa et ses parents, Monsieur Jean-Luc et Madame Isabelle Chêne, essayant frénétiquement de sauver du matériel, inconscients de la gravité de la situation. Nous devons partir maintenant, insista Chloé, les aidant à ne rassembler que les articles essentiels. La digue cède. Ce n'est pas sûr. Ils venaient d'atteindre le rez-de-chaussée lorsqu'une énorme vague d'eau frappa la maison, brisant une fenêtre et se déversant à l'intérieur. Le courant faillit les faire tomber alors qu'ils luttaient pour atteindre la porte d'entrée. Dehors, c'était pire.
La pente douce qui ne contenait que quelques centimètres d'eau quelques minutes auparavant était maintenant un torrent agité jusqu'aux genoux, assez puissant pour les emporter. « Tenez-vous par le bras », ordonna Chloé. Zoé devant avec la lampe de poche, puis Léa, Madame Chen, Monsieur Chen, et je ferme la marche. Ils commencèrent leur lente progression vers le haut de la colline, luttant contre le courant à chaque pas. À mi-chemin vers les hauteurs, Léa glissa, l'eau la tirant presque sous la surface avant que sa mère ne la rattrape. La fillette était maintenant terrifiée, pleurant alors que l'eau froide montait jusqu'à sa poitrine. « Je ne peux pas la porter et mon matériel !» cria Madame Chen. Sans hésiter, Chloé avança dans la chaîne, hissa Léa sur son dos et la sécurisa avec la corde. « Accroche-toi bien, dit-elle à la fillette. Il fallut près de 40 minutes pour parcourir ce qui aurait dû être une marche de 10 minutes, mais ils atteignirent finalement la crête où le reste de la communauté attendait avec anxiété. Des acclamations éclatèrent lorsqu'ils apparurent à travers la pluie, boueux et épuisés, mais vivants. Léa s'accrocha à Chloé même après avoir atteint la sécurité, ses petits bras verrouillés autour du cou de Chloé. « Vous nous avez sauvés », murmura-t-elle. L'aube se leva, claire et fraîche, la tempête enfin passée. Chloé se tenait avec Hugo et l'équipe d'évaluation d'urgence, examinant les dégâts depuis le belvédère de la crête. En bas, la digue ouest avait en effet cédé, envoyant un mur d'eau à travers la section inférieure de la communauté. Une douzaine de micro-maisons avaient été endommagées, certaines gravement, les jardins étaient emportés, et une section du verger était sous l'eau. « Ça aurait pu être bien pire », observa Hugo. « Si nous n'avions pas ouvert les vannes d'urgence quand nous l'avons fait, le barrage principal aurait pu céder. Cela aurait été catastrophique. » C'était délibéré, dit Chloé. Le déversoir bloqué, le mécanisme corrodé. Quelqu'un voulait que cela se produise. J'ai des preuves, dit Zoé. Quand j'ai réalisé que le drone était opérationnel malgré la tempête, je l'ai envoyé surveiller la frontière. Regardez ce qu'il a capturé. Elle leur montra des images de vision nocturne de 2 véhicules avec des logos Pterodine quittant la propriété de l'écovillage du Soleil par une route d'entretien qui longeait la frontière ouest, horodatée juste avant que la défaillance du déversoir ne soit découverte. Et j'ai plus, continua-t-elle. Celle-ci date d'il y a 2 jours. Des sous-traitants de Pterodine examinant le mécanisme du déversoir. Et là, elle zooma sur un homme tenant ce qui semblait être un pulvérisateur, appliquant quelque chose sur les bras de commande. Le téléphone de Chloé sonna. « Stéphane, je viens d'apprendre, dit-il quand elle répondit. Quelle est la gravité de la situation ? Des dégâts importants, mais aucune victime. Dieu merci. Zoé a des preuves que Pterodine a saboté le déversoir. Nous devons agir légalement et rapidement. Je vais déposer des injonctions d'urgence aujourd'hui, promit Stéphane. En attendant, documentez tout, chaque dégât, chaque coup de réparation. Et Chloé, soyez prudente. S'ils sont prêts à risquer des vies. Je sais, dit-elle sombrement. La communauté se rassemble à l'après-midi pour coordonner les efforts de redressement. Des équipes furent assignées pour évaluer les dommages structurels, récupérer les biens et commencer à déblayer les débris. Malgré la destruction, le moral restait remarquablement élevé, un témoignage de la résilience que Jean-Paul avait favorisée en ce lieu. Alors que Chloé travaillait aux côtés des résidents pour nettoyer la boue d'une des maisons endommagées, son téléphone sonna de nouveau. C'était Lucas. « Chloé, qu'est-ce qui se passe ? Léo vient de me montrer une alerte info sur des inondations dans un écovillage de la Drôme. C'est là que tu es ? Tu vas bien ? Je vais bien. Il y a eu des dégâts, mais tout le monde est en sécurité. Les enfants sont morts d'inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le déversoir du barrage a été saboté. Nous avons des preuves que Pterodine Minéraux en est responsable. L'entreprise de Nicolas. Pourquoi ferait-il ça ? Parce qu'il veut ce terrain, Lucas. Il m'a offert 5 millions d'euros il y a 2 semaines. Quand j'ai refusé, il a apparemment décidé de tactiques plus agressives. Les enfants veulent te voir pour s'assurer que tu vas bien. La route est partiellement emportée, dit Chloé. Il faudra au moins 2 jours avant qu'elle soit de nouveau praticable. Et si nous venions aussi loin que possible ? On pourrait peut-être se retrouver à mi-chemin. Ça pourrait marcher. La route principale est dégagée jusqu'à la limite du département. Il y a une maison du parc naturel là-bas. Demain à midi, j'y serai. Après avoir raccroché,
Chloé s'interrogea sur le changement de ton de Lucas. Était-il sincèrement inquiet, ou était-ce un autre angle dans le jeu qu'il jouait avec Nicolas? Ce soir-là, alors que les résidents se réunissaient au foyer communal pour un repas chaud et des bilans, Léo appela sur le téléphone satellite. « Maman, tu vas vraiment bien? On a vu des vidéos de l'inondation en ligne. »« Je vais bien, mon chéri. Juste fatiguée et boueuse. Papa dit que ton cousin a essayé de blesser des gens. C'est vrai? Nous avons des preuves que des employés de Ptérodine ont trafiqué le barrage. Nous ne savons pas si Nicolas l'a ordonné directement. »« C'est dingue, dit Léo. Papa dit qu'on vient te voir demain. »« J'ai hâte, lui dit Chloé. »« Maman. » La voix de Léo baissa jusqu'à un quasi-murmure. « J'ai travaillé sur quelque chose. Est-ce que ça aiderait si je la portais? Ce serait formidable, Léo. On pourrait vraiment l'utiliser. » Après l'appel, Chloé rejoignit Hugo à une table où il examinait les estimations de réparation. « C'est grave? » demanda-t-elle. « Les maisons peuvent être réparées. Nous avons les matériaux et les compétences. La digue est le plus grand défi. Nous avons besoin d'engins lourds et probablement d'une approbation d'ingénierie du département. » Coût? Hugo grimaça. Au bas mot, 100 000 €. La fiducie les a, mais c'est quand même une dépense majeure. Chloé hocha la tête, pensant aux 5 millions que Nicolas avait offerts. Une somme qui semblait maintenant à la fois inadéquate pour ce que valait ce terrain et de l'argent sale pour ce que son entreprise avait fait. Nous reconstruirons en mieux qu'avant, décida-t-elle. Et nous nous assurons que tout le monde sache exactement ce que Ptérodine a fait ici. Zoé les rejoignit, son appareil photo toujours à la main. J'ai contacté mon rédacteur en chef. Ils veulent l'histoire. Sabotage d'entreprise mettant en danger une communauté écologique. Avec les preuves que nous avons, ça pourrait faire les actualités nationales. Fais-le, autorisa Chloé. Mais attends que nous ayons déposé les injonctions légales. Je veux qu'on leur mette tout sur le dos. Le parking de la maison du parc naturel était presque vide lorsque Chloé arriva le lendemain. Elle avait emprunté le camion de Marie, l'un des rares véhicules non endommagés par l'inondation. Après une nuit blanche et une matinée à coordonner les équipes de réparation, elle était épuisée mais portée par la perspective de voir ses enfants. Le SUV familial argenté de Lucas arriva quelques minutes plus tard. Avant qu'il ne soit complètement arrêté, Manon sortait en trombe et courait vers Chloé, son visage un mélange d'inquiétude et de soulagement. « Maman !» s'écria-t-elle. « On a vu l'inondation sur l'ordinateur de papa. Tu as eu peur? Ta maison a été emportée ?» Chloé serra sa fille fort contre elle. Le chalet du régisseur est en hauteur, donc il va bien. Et oui, j'ai eu peur, mais tout le monde a travaillé ensemble pour rester en sécurité. Léo s'approcha plus lentement, un grand sac à dos sur l'épaule. Les infos disaient que le barrage a été endommagé exprès. C'est vrai? Nous avons des preuves qui le suggèrent, oui, confirma Chloé. Lucas se tenait en retrait, observant les retrouvailles avec une expression illisible. Les reportages mentionnaient Ptérodine spécifiquement. Nicolas m'a appelé ce matin, absolument furieux des accusations. Nous avons des enregistrements vidéo et des photographies, dit Chloé sèchement. Des sous-traitants de Ptérodine sur notre propriété, trafiquant le mécanisme du déversoir. Les preuves sont soumises à la DRIL et aux autorités locales aujourd'hui. Écoute, je sais que Nicolas peut être agressif en affaires, mais mettre des vies en danger. C'est criminel. Oui, ça l'est, acquiesça Chloé. Manon tira sur sa main. On peut quand même venir? Papa a dit que la route est cassée. Mais si ton père est d'accord, vous pourriez venir avec moi maintenant. Il y a un bateau qui peut nous faire traverser le lac, et de là, c'est juste une courte randonnée jusqu'à la communauté. S'il te plaît, papa, plaida Manon. Lucas hésita. J'ai des réunions cet après-midi. J'ai apporté mon drone, dit soudainement Léo. D'accord. Quand devrais-je venir les chercher? La route devrait être praticable d'ici demain après-midi, dit Chloé. Donc, je peux les ramener ici pour 16 heures. Lucas la regarda. Chloé. Pour ce que ça vaut, je suis content que tu sois saine et sauve. Et j'ai peut-être mal jugé ce que ton grand-père t'a laissé. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était ce qui s'en approchait le plus de la part de Lucas depuis des années.
Chloé hocha simplement la tête, ne voulant pas gâcher le moment. Le voyage en bateau à travers le lac fut bref mais magnifique. Manon laissa traîner ses doigts dans l'eau fraîche, posant des dizaines de questions sur l'inondation et la réaction de la communauté. Léo était assis tranquillement, admirant le paysage avec un nouveau regard, son équipement de drone serré de manière protectrice sur ses genoux. « Je pense amener mon club scientifique et technique ici un de ces jours, dit-il, si ça ne te dérange pas. Les systèmes d'énergie renouvelable sont bien plus avancés que tout ce que nous avons étudié. Je pense que ce serait merveilleux, répondit Chloé. La communauté était une ruche d'activité quand ils arrivèrent. Des équipes déblayaient les débris, évaluaient les dommages structurels et commençaient les réparations sur les maisons les moins touchées. Les enfants furent immédiatement entraînés dans l'effort. Manon rejoignit Léa et d'autres enfants pour ramasser les affaires éparpillées tandis que Léo travaillait avec Hugo pour installer son drone pour des relevés aériens. Chloé se retrouva à diriger une équipe renforçant la digue temporaire le long de la brèche. Le travail était physiquement exigeant, mais il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans l'effort commun. En milieu d'après-midi, le drone de Léo avait cartographié toute la zone endommagée, fournissant des données cruciales à l'équipe d'ingénierie. « C'est incroyable », lui dit Hugo, examinant les données sur une tablette. « Avec cette cartographie, nous pouvons prioriser les zones les plus vulnérables pour un renforcement immédiat. Je pourrais le programmer pour effectuer des balayages de surveillance réguliers, » offrit Léo avec enthousiasme. Établir une base de référence et ensuite identifier automatiquement tout changement. Ce serait extrêmement utile, convint Hugo. Chloé regardait de loin, le cœur plein. C'était son fils, brillant, capable, et maintenant engagé dans quelque chose de significatif. Sa réserve d'adolescent habituelle avait fondu face à un but authentique et au respect des adultes qui l'entouraient. Manon, quant à elle, s'était nommée assistante de Marie, aidant à distribuer de l'eau et des collations aux travailleurs. Alors que le crépuscule approchait, la communauté se rassembla pour un repas partagé dans le foyer communal partiellement réparé. Les enfants s'assirent ensemble à une table, Léo et Manon maintenant pleinement intégrés au groupe. « Ils ont l'air heureux », observa Marie. « Votre fils a un esprit remarquable. »« C'est vrai », acquiesça Chloé. « C'est le plus engagé que je l'ai vu depuis des mois. » À la maison, chez Lucas, il s'enferme surtout dans sa chambre avec son ordinateur. Le but est une chose puissante, surtout pour les jeunes. Ils ont besoin de se sentir utiles, de savoir que leur contribution compte. Après le dîner, Hugo s'approcha avec des nouvelles. L'inspection de la salle des turbines est terminée. Il y a quelque chose que tu devrais voir. Chloé le suivit jusqu'à la structure du barrage où les ingénieurs avaient évalué les dommages au système de production d'énergie. Nous avons trouvé quelque chose d'inattendu pendant l'inspection, expliqua Hugo, l'amenant à une section du sol près du panneau de commande principal. La pression de l'eau a déplacé du matériel, révélant ceci. Il montra ce qui semblait être une plaque de métal encastrée dans le sol en béton, presque invisible jusqu'à récemment. Une indentation circulaire était clairement visible en son centre. La taille exacte de la pièce d'1 € de Chloé. Une autre serrure, murmura Chloé. On dirait que ton grand-père avait d'autres secrets, convint Hugo. Chloé plaça soigneusement la pièce dans l'indentation. Un léger clic, et la plaque se déplaça, révélant une poignée encastrée. Ensemble, ils soulevèrent le lourd couvercle, exposant une petite chambre sous le sol. À l'intérieur se trouvait un coffre-fort en acier brossé, étanche et sécurisé par une autre serrure en forme de pièce. Ils ramenèrent le coffre à la surface où Chloé utilisa de nouveau l'euro pour l'ouvrir. À l'intérieur, ils trouvèrent 3 paquets de documents scellés, chacun étiqueté de la main de Jean-Paul, droit minier et acte 1931, héritage financier, malversation d'entreprise, Thérodine. Avec des doigts tremblants, Chloé ouvrit le premier paquet. Il contenait un acte jauni daté de 1931, accordant tous les droits miniers et souterrains au grand-père de Jean-Paul. Des droits qui étaient passés par la famille jusqu'à Jean-Paul lui-même, et maintenant à Chloé en tant que régisseur. Ça date d'avant les concessions minières modernes, réalisa Hugo. Ça prime sur tous les permis de prospection que Thérodine aurait pu obtenir. Ils n'ont aucun droit légal sur les gisements de lithium, quel que soit l'accès en surface. Le deuxième paquet contenait une clé USB et une lettre manuscrite. Chloé la lut à haute voix. « Ma chère Chloé, si tu lis ceci, tu as découvert ce que j'espère être la fondation financière de l'avenir de l'écovillage du Soleil. La clé ci-jointe contient les identifiants d'accès à un portefeuille de crypto-monnaies créé en 2013.
À cette époque, j'ai investi une somme modeste dans ce qui était alors une technologie expérimentale. Cet investissement a considérablement augmenté. Lors de ma dernière comptabilité, le portefeuille contenait l'équivalent de 42 millions d'euros des redevances de mes brevets verts et des investissements judicieux convertis pour s'assurer qu'ils restent hors de portée des entreprises. Utilise ces fonds sagement pour protéger et étendre notre vision. Avec amour et foi en toi. Grand-père Jean-Paul. Chloé fixa la lettre, incrédule. 42 millions d'euros. Ton grand-père a toujours été en avance sur son temps, dit Hugo. Le troisième paquet se révéla le plus accablant, une documentation détaillée des violations environnementales de Ptérodine sur 2 décennies. Échantillons de sol, résultats de tests d'eau, mémos internes obtenus par des lanceurs d'alerte, et preuves photographiques de déversements illégaux de déchets toxiques sur des propriétés adjacentes aux possessions de la famille Dubois. C'est pour ça que Nicolas veut ce terrain si désespérément, réalisa Chloé. Pas seulement pour le lithium, mais pour couvrir ce qu'ils ont fait. Si les opérations minières commençaient ici, il pourrait prétendre que toute contamination était préexistante ou un effet secondaire malheureux de l'extraction de ressources nécessaires. Avec ces preuves, la drille pourrait les fermer complètement, dit Hugo. Les amendes seules se chiffreraient en millions, sans parler des charges pénales potentielles. Nous devons sécuriser ces documents immédiatement et transmettre les informations financières à Stéphane. Avec ces ressources, nous pouvons reconstruire les coquillages du soleil en mieux qu'avant et combattre Ptérodine sur un pied d'égalité. Plus tard dans la soirée, après que les enfants se soient endormis dans le chalet du régisseur, Chloé s'assit sur la terrasse avec Stéphane, qui était arrivé avec des fonctionnaires de la drille pour documenter les preuves de sabotage. La vérification de la crypto-monnaie prendra quelques jours, expliqua Stéphane. Qu'est-ce que cela signifie pour la situation de la garde ? Demanda Chloé. Ça change tout, l'assura Stéphane. La stabilité financière était la principale préoccupation du tribunal. Avec une allocation de régisseur déjà établie, et maintenant cette sécurité supplémentaire, plus un logement stable dans une communauté de soutien, vous avez un dossier extrêmement solide pour la garde principale. Chloé jeta un coup d'œil par la fenêtre à ses enfants endormis. Léo avait insisté pour rester afin d'aider avec des relevés de drones supplémentaires, tandis que Manon avait été adopté comme membre honoraire de la famille de Léa. Il s'intégrait ici d'une manière qu'il n'avait jamais fait dans son petit appartement. Nicolas n'abandonnera pas facilement, prévint-elle. Les droits miniers seuls valent la peine de se battre, sans parler de ce que les violations environnementales pourraient coûter. Non, il n'abandonnera pas, convint Stéphane. Mais nous non plus. La semaine suivante se passa dans un tourbillon d'activités. Les réparations d'urgence de la route furent terminées, permettant aux engins lourds d'atteindre la communauté. Avec les fonds du portefeuille de crypto-monnaie maintenant vérifiés et accessibles, Chloé autorisa les réparations immédiates de toutes les structures endommagées. La nouvelle du sabotage de Ptérodine s'était répandue dans les médias locaux et des volontaires des communautés voisines arrivaient quotidiennement pour aider à la reconstruction. La digue rompue fut renforcée avec une supervision d'ingénierie adéquate, et le déversoir du barrage fut non seulement réparé, mais amélioré avec des mesures de sécurité supplémentaires. Les photographies et les images de drones de Zoé avaient été publiées dans un grand magazine environnemental, attirant l'attention nationale à la fois sur l'attaque et sur la communauté innovante qu'il avait surmontée. La demande de garde de Chloé avança rapidement avec une audience prévue juste 3 semaines après l'inondation. Lucas, étonnamment, était devenu moins combatif dans leur communication, permettant aux enfants de passer des jours supplémentaires à l'écouvillage du soleil pour aider à la reconstruction. Que cela représente un véritable changement de cœur ou un positionnement stratégique avant l'audience de garde restait à voir. Léo et Manon s'épanouissaient dans l'environnement communautaire. Le programme de drone de Léo avait été officiellement intégré au système de surveillance de l'écouvillage du soleil, et il passait des heures à travailler avec Hugo et l'équipe d'ingénierie. Manon s'était nommée jardinière adjointe, aidant Pierre Martin à planter de nouveaux semis pour remplacer ceux perdus dans l'inondation, donnant à chaque plante un nom et un encouragement chuchoté. Un samedi matin chaud, alors que Chloé supervisait la plantation de nouvelles rangées de vergers, Nicolas arriva sans prévenir. Sa Tesla noire rampa le long de la route principale fraîchement réparée, semblant extraterrestre parmi les camions pratiques et les véhicules utilitaires. Chloé le regarda avec lassitude alors qu'il sortait, vêtu d'une tenue décontractée mais chic qui semblait toujours déplacée parmi les vêtements de travail de la communauté. « Une sacrée opération que tu as montée là », remarqua-t-il en s'approchant de Chloé. « Que veux-tu, Nicolas » demanda Chloé. « Ton entreprise fait face à de multiples enquêtes et poursuites à cause du sabotage.
Tu n'es pas le bienvenu ici. C'est précisément pourquoi je suis venu discuter d'un arrangement, un qui bénéficierait à toutes les parties. Je t'écoute. Ptérodine est prête à offrir 20 millions d'euros pour l'écovillage du Soleil, plus 5 millions supplémentaires en compensation directe aux résidents affectés par le malheureux incident d'inondation. Malheureux incident ? Répéta Chloé, incrédule. Tes sous-traitants ont délibérément saboté le barrage, mettant en danger des dizaines de vies. Ce n'est pas un incident. C'est un crime. Des allégations qui seraient difficiles et coûteuses à prouver au tribunal. Pendant ce temps, mon offre fournirait une compensation immédiate et permettrait aux résidents de déménager dans des logements plus conventionnels. L'offre est rejetée, dit Chloé. Ce terrain n'est à vendre à aucun prix, et nous avons plus que des allégations. Nous avons des preuves vidéo, des témoignages sous serment, et une documentation de des années de violations environnementales par Ptérodine. Quelle documentation ? Grand-père Jean-Paul a tenu des dossiers méticuleux, l'Informa TL. Échantillons de sol, tests d'eau, mémos internes de lanceurs d'alerte de Ptérodine. Assez pour intéresser non seulement la DRIL, mais aussi le ministère de la Justice. Tu bluffes. Vraiment ? Les agents de la DRIL étaient très intéressés par les matériaux que nous avons fournis. Je crois qu'ils exécutent des mandats de perquisition dans les bureaux de Ptérodine au moment où nous parlons. C'est une erreur, Chloé. Tu ne veux pas de moi comme ennemi. Tu es devenu mon ennemi quand tu as essayé de détruire ma communauté, répondit Chloé. Maintenant, je te suggère de partir avant que j'appelle le shérif pour une autre violation de propriété. Nicolas se tourna sans un mot de plus, retournant d'un pas sec à sa Tesla. Alors qu'il s'éloignait, Marie rejoignit Chloé, lui passant une bouteille d'eau. Ça s'est passé comme prévu. Il va intensifier, prédit Chloé. Les preuves que nous avons pourraient détruire Ptérodine complètement. Alors nous ferions mieux d'être prêts, convint Marie. La prédiction de Chloé se révéla exacte plus tôt que prévu. 3 jours plus tard, une réunion du conseil départemental fut convoquée à la hâte pour examiner la documentation sur les droits miniers que Chloé avait soumise. Nicolas apparut avec le conseil juridique de Ptérodine, contestant la validité de l'acte de 1931. Le document en question n'a pas été correctement maintenu dans les registres du département, plaida l'avocat de Ptérodine. Il semble avoir été déposé à l'origine, mais les renouvellements requis ultérieurs n'ont jamais été enregistrés. Le conseil, composé principalement de propriétaires d'entreprises locales et de résidents de longue date, parut sympathique à la position de Ptérodine, de manière suspecte, pensa Chloé, notant comment plusieurs membres évitaient le contact visuel pendant les débats. Stéphane se battit vaillamment, présentant des archives historiques et des précédents juridiques, mais le Conseil vota à 4 contre 3 pour invalider l'acte de droit minier en attendant un examen juridique plus approfondi, gelant ainsi la revendication de Chloé tout en permettant aux permis existants de Ptérodine de rester actifs. Il les a achetés, fulmina Chloé. As-tu vu comment Philippe Bertrand et Christine Lambert ne voulaient même pas nous regarder ? Leurs campagnes ont probablement été financées par Ptérodine pendant des années. C'est un revers, reconnut Stéphane. Nous ferons appel devant le tribunal d'État immédiatement. Pendant ce temps, les preuves des violations environnementales sont entièrement distinctes de la question des droits miniers. L'enquête de la DRIL se poursuit quoi qu'il arrive. Le lendemain matin apporta plus de problèmes. Les résidents arrivant avec des camions de ravitaillement signalèrent que la route d'accès principale avait été bloquée à la limite du département par des agents de sécurité privés prétendant appliquer la décision du Conseil. Ils ont posté des gardes armés, rapporta Hugo après avoir enquêté. Ils autorisent les résidents à partir, mais exigent l'inspection de tous les véhicules entrant pour d'équipements miniers non autorisés. C'est une tactique de siège, réalisa Marie. Contrôler l'accès pour nous user. Chloé appela Stéphane immédiatement. Nous avons besoin d'une injonction d'urgence. Ils ne peuvent pas bloquer une route privée sur la base d'un litige sur les droits miniers. Déjà dessus, l'assura Stéphane. J'ai un juge qui examine le dossier en ce moment. En attendant, comment sont les provisions ? Nous sommes bons pour au moins 2 semaines, calcula Chloé. Le blocus resta en place malgré les efforts juridiques de Stéphane. Le juge local, un autre bénéficiaire de longue date de la générosité communautaire de Ptérodine, retarda sa décision sur l'injonction d'urgence, citant la complexité de l'affaire. 5 jours après le début du blocus, Chloé était dans la salle de contrôle du barrage avec Hugo, examinant les mesures de sécurité, quand Léo entra en trombe, essoufflé d'excitation. « Maman, la pièce !»
J'ai compris. Quelle pièce, mon chéri? Demanda Chloé. L'euro de grand-père, expliqua Léo avec impatience. Ce n'est pas seulement une clé. C'est une carte. Il sortit une loupe et la pièce. Regarde sur la tranche où ses initiales sont gravées. Je l'examinais pour mon projet scientifique sur les systèmes de sécurité, et j'ai remarqué qu'il y a plus que les initiales. Il y a une séquence de minuscules marques, des coordonnées. Chloé prit la loupe, plissant les yeux sur le bord de la pièce. En effet, presque invisible à l'œil nu, une série de chiffres et de lettres étaient inscrits à côté des initiales de Jean-Paul. « Hugo, est-ce que ça ressemble à des coordonnées pour toi ?» demanda-t-elle. Il étudia les marques, puis hocha lentement la tête. « Ça pourrait l'être. Laisse-moi vérifier. » Il entra la séquence dans l'ordinateur de la salle de contrôle, affichant une carte topographique de l'écovillage du Soleil. Celle-ci pointe vers un emplacement sous le foyer communal principal. Environ 6 mètres sous le niveau du sol. Le foyer communal a un sous-sol, mais il n'est pas aussi profond. Non, mais il a été construit sur les fondations d'une structure plus ancienne, dit Hugo, vérifiant les archives historiques sur l'ordinateur. D'après ceci, la ferme originale des Dubois se trouvait là jusqu'aux années 1950. Elle avait une cave à légumes profonde et ce qui est décrit comme une salle de stockage sécurisée construite pendant la Seconde Guerre mondiale. En moins d'une heure, une équipe avait localisé un point d'accès sous la salle de stockage du foyer communal. Une section de plancher qui ne correspondait pas au reste, dissimulant un escalier étroit descendant dans l'obscurité. En bas, ils trouvèrent une lourde porte avec la serrure désormais familière en forme de pièce. Chloé inséra l'euro avec des doigts tremblants. Le mécanisme de la serrure tourna doucement, et la porte s'ouvrit pour révéler une petite chambre sèche tapissée d'acier. En son centre se trouvait un seul objet, un tube en titane scellé monté sur un piédestal. Une fois de plus, la pièce servit de clé, s'insérant parfaitement dans une fente du capuchon du tube. À l'intérieur, ils trouvèrent 2 objets, un portefeuille en cuir contenant des obligations du Trésor daté de 1944 d'une valeur nominale de 20 millions de dollars, et une mallette étanche contenant plusieurs clés USB et des copies papier de ce qui semblait être les communications internes de Ptérodine sur 30 ans. Stéphane arriva ce soir-là pour examiner les découvertes, son expression devenant de plus en plus étonnée alors qu'il examinait les obligations du Trésor. « Elles sont légitimes », confirma-t-il. « Et compte tenu de leur âge et de leur rareté, leur valeur actuelle serait d'environ 160 millions d'euros. » 160 millions d'euros ? Répéta Chloé, stupéfaite. Comment mon grand-père les a-t-il acquises ? D'après cette lettre, dit Stéphane en brandissant une enveloppe scellée qui avait été glissée parmi les obligations, elles ont été achetées par votre arrière-grand-père pendant la guerre comme une protection contre l'incertitude économique. Jean-Paul en a hérité et a choisi de les préserver dans leur forme originale plutôt que de les encaisser. Les clés USB se révélèrent encore plus précieuses à court terme. Elles contenaient des décennies de preuves documentant les violations environnementales de Ptérodine, des mémos internes discutant de l'élimination illégale de déchets, et même des enregistrements de conversations entre Nicolas et d'autres cadres complotant pour acquérir les coquillages du Soleil par tous les moyens nécessaires. C'est. Stéphane chercha ses mots. C'est plus que complet. Jean-Paul ne documentait pas seulement leurs violations. Il construisait un dossier méthodiquement, sur des décennies. Il y a même des déclarations sous serment scellées d'anciens employés de Ptérodine. Il savait, réalisa Chloé. Il savait que Nicolas ou quelqu'un comme lui viendrait pour ce terrain un jour. Il se préparait depuis le début. Pas seulement se préparer, corrigea Stéphane, mais anticiper exactement comment ils essaieraient de le prendre. Regardez ceci. Il brandit un document daté de quelques mois seulement avant la mort de Jean-Paul. C'est une prédiction détaillée de la manière dont Ptérodine tenterait d'invalider l'acte de droit minier, y compris quels membres du conseil étaient les plus susceptibles d'être soudoyés. Cette nuit-là, Chloé s'assit avec ses enfants sur la terrasse du chalet du régisseur, regardant les lucioles s'élever de la prairie en contrebas. La découverte des obligations et des preuves avait dynamisé la communauté, fournissant non seulement une sécurité financière, mais aussi une justification de la prévoyance et de l'engagement de Jean-Paul à protéger la terre. « Tu penses que grand-père savait qu'on trouverait » demanda Léo. « Je pense qu'il comptait dessus, » répondit Chloé. « Il croyait en nous, en la capacité de notre famille à résoudre les problèmes et à protéger ce qui compte. »« Est-ce qu'on va être riche maintenant » demanda Manon. Chloé sourit.
la communauté sera en sécurité et oui, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Mais plus important encore, nous serons ensemble. Ici ? Demanda Léo. Si c'est ce que vous voulez, dit-elle. L'audience de garde est la semaine prochaine. Avec tout ce qui s'est passé, le poste de régisseur, la sécurité financière, je crois que le juge statuera en notre faveur. Je veux rester, dit Manon. Léa dit que je peux avoir la chambre à côté de la sienne si on déménage dans une maison plus grande. Léo était plus réfléchi. Certains de mes amis de l'école me manqueraient, mais je pourrais toujours les voir. Et les opportunités scientifiques et techniques ici sont assez incroyables. Hugo a dit que je pourrais être apprenti avec l'équipe d'ingénierie l'été prochain. Quelle que soit la décision du juge, sachez que je me battrai toujours pour vous deux, quoi qu'il arrive. Alors que ses enfants s'endormaient plus tard cette nuit-là, Chloé se tenait à la fenêtre, contemplant la communauté qui était devenue sa maison en quelques courtes semaines. Demain, il commencerait à utiliser les preuves que Jean-Paul avait rassemblées, à riposter contre Nicolas et Ptérodine avec tous les outils juridiques à leur disposition. Le matin de l'audience de garde se leva, clair et lumineux. Chloé se tenait devant le miroir dans le chalet du régisseur, ajustant le revers de son nouveau tailleur, sobre mais élégant, projetant exactement l'image de stabilité et de compétence que le tribunal devait voir. Derrière elle, Léo et Manon étaient assis sur le canapé, inhabituellement sages. Malgré les assurances de Chloé, ils comprenaient la gravité des débats du jour. Leur vie serait façonnée par la décision d'un étranger, indépendamment de leur propre attachement naissant à l'écouvillage du soleil. « Vous avez l'air si grands tous les deux, » dit Chloé. Manon, dans une robe bleue assortie à ses yeux, tripotait le ruban dans ses cheveux. « Et si le juge dit non ? Et si on doit rester avec papa la plupart du temps ?» Chloé s'agenouilla devant sa fille. « Alors nous profiterons au maximum de chaque moment que nous aurons ensemble. Mais je crois que le juge verra que c'est ici que vous appartenez, avec moi, dans une communauté qui vous aime tous les deux. » Léo, mal à l'aise dans une chemise et une cravate, s'éclaircit la gorge. « Papa a été différent ces derniers temps. » « Moins. Je ne sais pas, autoritaire. Il a même dit la semaine dernière que ton héritage était impressionnant. C'est comme la première chose positive qu'il a dite sur toi depuis une éternité. Votre père est un homme compliqué, dit Chloé prudemment. Mais je crois qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour vous, même si nous ne sommes pas d'accord sur ce que c'est. On frappa à la porte, annonçant l'arrivée de Stéphane, dans son costume impeccable avec une mallette pleine de documents étayant la demande de Chloé. Il projetait une confiance qui aida à calmer ses nerfs. « Prête ?» demanda-t-il. « Autant que je puisse l'être, » répondit Chloé. Le trajet jusqu'au palais de justice fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Il y a 2 mois, Chloé s'était tenue dans ce même bâtiment, vaincue et sans espoir, alors qu'un juge accordait à Lucas la garde principale. Aujourd'hui, elle revenait transformée, non seulement financièrement sûre, mais émotionnellement plus forte, la leader d'une communauté qui avait surmonté la crise et en était sortie plus unie qu'auparavant. Lucas attendait sur les marches du palais avec son avocat, son expression illisible. « Bonne chance, dit-il à Chloé. Quoi qu'il arrive, les enfants ont été plus heureux ces dernières semaines que je ne les ai vus depuis longtemps. » Contrairement à l'audience précédente, il portait un blazer plus décontracté plutôt qu'un costume de pouvoir, et il salua les enfants avec une chaleur authentique, mais sans la subtile possessivité que Chloé avait appris à reconnaître. À l'intérieur, la même juge Leclerc présidait, ses yeux perçants observant l'apparence transformée de Chloé. « Je comprends que nous sommes ici pour réexaminer les arrangements de garde sur la base de circonstances nouvelles, commença-t-elle. Stéphane présenta leur cas méthodiquement, le poste de régisseur et la location, le logement sur l'écouvillage du soleil, les opportunités éducatives pour les 2 enfants, et la structure de soutien communautaire qui les entourait. Il soumit la documentation financière, des lettres de recommandation des membres de la communauté et des preuves de l'amélioration du bien-être émotionnel des enfants. Plus convaincant encore, Madame la juge, conclut Stéphane, les enfants eux-mêmes ont exprimé une forte préférence pour résider principalement avec leur mère à l'écouvillage du soleil, où ils ont noué des liens significatifs et se sont engagés dans des activités enrichissantes adaptées à leurs intérêts individuels. L'avocat de Lucas présenta un cas plus modéré qu'auparavant, reconnaissant les circonstances nouvelles tout en plaidant pour un arrangement de partage du temps plus équilibré plutôt qu'un renversement complet de l'ordonnance précédente. Quand ce fut au tour de Lucas de parler, il surprit tout le monde. « Madame la juge,
bien que je chérisse mon temps avec mes enfants et que je pense leur fournir un foyer stable, j'ai observé leur enthousiasme pour la communauté que leur mère a rejointe. L'engagement de Léo dans les programmes d'ingénierie là-bas a déclenché une passion académique que j'essaie de cultiver depuis des années, et Manon, il sourit légèrement, est devenu une écologiste en herbe avec des opinions bien arrêtées sur les pratiques agricoles durables. Une vague de rire doux parcourut la salle d'audience. L'expression de la juge Leclerc s'adoucit légèrement. Que suggérez-vous, monsieur Duval? Je suggère que l'intérêt supérieur des enfants pourrait être servi par une résidence principale chez leur mère pendant l'année scolaire, avec un temps significatif chez moi pendant les vacances et certains week-ends. Je demanderai que leur scolarité se poursuive dans leurs écoles actuelles, qui sont à environ 40 minutes de l'écovillage du Soleil. Chloé fixa son ex-mari, stupéfaite par cette concession inattendue. La juge Leclerc parut également surprise, mais hocha la tête d'un air pensif. Madame Dubois, votre réponse? Chloé reprit contenance. Je serais favorable à cet arrangement, madame la juge. La continuité éducative des enfants est importante, et je suis prête à gérer le trajet pour m'assurer qu'ils restent dans leurs écoles actuelles. Après une brève délibération, la juge Leclerc revint avec sa décision. Sur la base des preuves présentées et de l'admirable coopération entre les parents, je modifie l'ordonnance de garde comme suit. Madame Dubois aura la garde physique principale pendant l'année scolaire. Monsieur Duval aura les enfants un week-end sur 2 et un soir par semaine pour le dîner, plus 3 semaines pendant les vacances d'été et les jours fériés majeurs en alternance. Madame Dubois, le tribunal est impressionné par les changements positifs dans votre situation et votre engagement à fournir une stabilité à vos enfants. La communauté que vous avez décrite semble offrir des avantages uniques pour le développement de Léo et Manon. Monsieur Duval, votre volonté de faire passer les besoins émotionnels de vos enfants en premier est louable. Ce tribunal encourage une coopération continue entre les deux parents. À l'extérieur de la salle d'audience, les enfants bondissaient d'excitation, la tension du matin oubliée dans la joie de la décision. Alors qu'ils discutaient avec Stéphane du moment où ils pourraient déménager leurs affaires à l'écovillage du Soleil, Lucas s'approcha de Chloé. « Merci, dit-elle. » Lucas haussa les épaules, les mains dans les poches. « J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. En regardant les enfants s'illuminer quand ils parlent de cet endroit. Ça m'a rappelé ce qui compte. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Chloé. Nicolas m'a approché, tu sais, après la lecture du testament. Il a suggéré que je pourrais recevoir des honoraires de consultant si je t'aidais à te convaincre de vendre. Il détourna le regard, embarrassé. J'y ai brièvement réfléchi. Mais ensuite j'ai vu les nouvelles sur le sabotage, l'inondation. Des gens auraient pu mourir. Y compris moi, reconnut Lucas. Quelles que soient nos différences, tu es toujours leur mère. Et il hésita, tu fais quelque chose d'extraordinaire avec cet endroit. Quelque chose que je ne te pensais pas capable de faire. Les enfants peuvent toujours avoir leur chambre chez toi, offrit-elle. Pour les week-ends et les vacances. On va faire en sorte que ça marche. Alors qu'ils se séparaient, Chloé avec les enfants et Stéphane, Lucas l'appela. Chloé. Pour ce que ça vaut, je pense que ton grand-père savait exactement ce qu'il faisait quand il t'a laissé 7 €. 2 semaines après l'audience de garde, l'écovillage du Soleil bourdonnait d'activité alors que les derniers préparatifs étaient faits pour la cérémonie de renaissance. Le barrage reconstruit, maintenant alimenté par les fonds de la fiducie, avait une capacité étendue pour la communauté, et la colline, autrefois dévastée par les inondations, avait été transformée avec une rangée de maisons en bottes de paille résistantes aux inondations, baptisée la « rangée Jean-Paul ». Le blocus avait été levé suite à une intervention fédérale. Nicolas et 3 autres cadres de Ptérodine faisaient face à de multiples accusations pénales pour violations environnementales, fraude et complots criminels liés au sabotage du barrage. L'action de l'entreprise avait chuté et ses opérations étaient sous une stricte surveillance réglementaire. Dans le foyer communal, maintenant agrandi pour inclure un espace d'apprentissage dédié et une salle multimédia, Chloé examinait les derniers détails avec Marie et Hugo. La cérémonie célébrerait non seulement le rétablissement après l'inondation, mais aussi la création de la fiducie du Soleil, une nouvelle entité créée à partir des fonds des obligations du Trésor pour soutenir un réseau de communautés durables sur le modèle de l'écovillage du Soleil. La première communauté satellite commence ses travaux le mois prochain, rapporta Hugo. Un ancien site industriel dans les Cévennes, réhabilité et reconverti. Il servira principalement les familles de mineurs de charbon affectées par les fermetures de mines.
Et la fiducie éducative, sourit Marie. Des bourses d'études entièrement financées pour 50 étudiants par an, plus des programmes d'apprentissage dans les technologies durables. Léo est très intéressé à être parmi les premiers mentors apprentis l'été prochain. Léo et Manon s'étaient installés dans leur nouvelle vie avec une facilité remarquable. Ils fréquentaient leurs anciennes écoles, Chloé gérant le trajet quotidien, mais l'écovillage du soleil était indéniablement leur foyer maintenant. Léo avait converti une partie du bureau du chalet du régisseur en atelier de drone, tandis que Manon avait planté un jardin spécial où elle cultivait des fleurs spécifiquement pour attirer les papillons et les colibris. « Maman !» La voix de Manon retentit alors qu'elle faisait irruption dans le foyer communal. Tout le monde arrive et l'équipe d'Hugo a fait fonctionner la fontaine à nouveau. L'espace de la cérémonie avait été aménagé sur la pelouse centrale avec la fontaine restaurée comme point focal. Des chaises disposées en cercle concentrique accueillaient non seulement les résidents de la communauté, mais aussi des représentants des villes voisines, des organisations environnementales et même plusieurs fonctionnaires de l'État intéressés par l'approche innovante de la vie durable. Alors que les gens prenaient place, Chloé sentit une bouffée de trac momentanée. Parler en public n'avait jamais été son fort, et le discours d'aujourd'hui serait diffusé en direct dans le cadre d'un documentaire que Zoé produisait sur le parcours de l'écovillage du soleil. Léo apparut à ses côtés. « Tu vas être génial, maman, dit-il. Raconte juste l'histoire comme tu nous la racontes. » La cérémonie commença par une brève histoire de l'écovillage du soleil, présentée par Marie, suivie d'un moment de silence pour les communautés qui se remettent encore des dommages environnementaux causés par la négligence des entreprises. Puis ce fut le tour de Chloé. Elle s'approcha du pupitre, le poids familier de la pièce d'1 € dans sa poche l'ancrant. Les visages devant elle et des résidents devenus une famille, des enfants qui avaient trouvé un but, des visiteurs découvrant de nouvelles possibilités et lui donnèrent du courage. Il y a 2 mois, je me tenais dans le bureau d'un notaire et j'ai ri quand on m'a tendu 1 seul euro comme héritage, commença-t-elle. Je pensais que c'était un rejet final d'un grand-père qui m'avait toujours semblé distant. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Ce que mon grand-père a compris, ce que nous avons tous fini par réaliser, c'est que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en résilience, en communauté, en notre engagement les uns envers les autres et envers la terre qui nous soutient. L'écovillage du soleil n'a jamais été conçu comme une évasion du monde, mais comme un modèle de ce que le monde pourrait devenir, une communauté à la fois. Pendant qu'elle parlait, Chloé remarqua un mouvement à l'arrière du rassemblement. Lucas était arrivé, se tenant tranquillement à la périphérie. Leurs regards se croisèrent brièvement, et il hocha la tête en signe de reconnaissance, pas tout à fait d'approbation, mais de respect. Aujourd'hui, nous annonçons la création de la fiducie du soleil, continua Chloé, dédiée à la création d'un réseau de communautés comme la nôtre, en se concentrant particulièrement sur les familles monoparentales et les vétérans en quête d'un nouveau départ. La fiducie financera également des initiatives éducatives et des programmes d'apprentissage, garantissant que les connaissances et les compétences développées ici se propagent bien au-delà de nos frontières. L'annonce fut accueillie par des applaudissements enthousiastes. Chloé se retira, laissant la place à Hugo pour expliquer les aspects techniques des plans d'expansion. Pendant qu'il parlait, Léo et Manon rejoignirent Chloé sur le côté de la scène. « On peut dire quelque chose, aussi ?» demanda Léo à voix basse. Surprise et touchée, Chloé hocha la tête. Après la conclusion d'Hugo, elle retourna au micro. « Mes enfants aimeraient partager quelques mots, » annonça-t-elle. Léo et Manon s'approchèrent du pupitre ensemble, un front uni qui fit monter des larmes inattendues aux yeux de Chloé. Pendant si longtemps, elle avait craint de les perdre. D'abord à cause du divorce, puis de la décision de garde. Maintenant, il se tenait à ses côtés, confiant et entier. Il y a 2 mois, notre mère a hérité d'1 €, commença Léo. Notre père nous a dit que c'était une sorte de blague, que notre arrière-grand-père ne pensait pas grand-chose d'elle. Mais c'était faux. Manon intervint. L'euro était magique. Il a ouvert des portes et des secrets et toute une communauté de gens gentils. Ce que nous n'avions pas compris au début, continua Léo, c'est que le véritable héritage n'était pas l'argent qui est venu plus tard. C'était cet endroit, ces gens, et la chance de faire partie de quelque chose qui compte. Notre maman est courageuse, déclara fièrement Manon. Pendant l'inondation, elle a porté Léa sur son dos dans de l'eau très profonde. Et elle se bat pour ce qui est juste, même quand les gens essaient de l'arrêter. Donc, nous voulons la remercier, conclut Léo. Pour nous avoir montré ce que signifie construire quelque chose au lieu de simplement acheter des choses, et pour n'avoir jamais renoncé à réunir notre famille.
Chloé ravala ses larmes alors que ses enfants l'embrassaient, le public éclatant en applaudissements. Par-dessus la tête de Manon, elle aperçut de nouveau Lucas. Il applaudissait aussi, son expression complexe, reconnaissant peut-être, comme elle l'avait fait, que leurs enfants avaient trouvé ici quelque chose qu'aucun de leurs foyers séparés n'avait pleinement fourni, un but, un sentiment d'appartenance et de la fierté. Alors que la cérémonie officielle se terminait, les résidents et les invités se dirigèrent vers des tables chargées de nourriture récoltée dans les jardins restaurés de la communauté. L'atmosphère était festive mais déterminée. Ce n'était pas seulement une fête de victoire, mais le lancement d'une mission plus grande. Stéphane trouva Chloé au milieu des festivités. Les premières subventions de la Fiducie du Soleil partent la semaine prochaine, rapporta Théil. 5 communautés ont déjà demandé le statut de partenaire. Et le fonds de restauration environnementale ? Demanda Chloé. Entièrement établi. Le premier projet cible le bassin versant que Ptérodine a contaminé. Le nettoyage commence le mois prochain. Chloé sourit, satisfaite. La justice avait de nombreuses formes, juridiques, environnementales, personnelles. La victoire sur Ptérodine était douce, mais le véritable triomphe était de transformer cette victoire en quelque chose de constructif plutôt que simplement punitif. Chloé regarda Manon enseigner à d'autres enfants une danse qu'elle avait inventée tandis que Léo surprenait tout le monde en rejoignant un groupe d'adolescents s'occupant de l'équipement sonore, sa réserve habituelle fondant parmi des pères qui appréciaient ses compétences techniques. Ce sont des enfants remarquables, observa Marie. Ils se sont trouvés ici, répondit Chloé. De sa poche, elle sortit un petit cadre qu'elle avait commandé à l'un des artisans de la communauté, un simple carré de bois avec un encart circulaire parfaitement dimensionné pour la pièce. Alors que le soir tombait, des lanternes illuminaient la pelouse centrale où les résidents s'étaient rassemblés pour de la musique et de la danse. Elle tenait la pièce d'1 € dans sa paume, la tournant pour capter le clair de lune sur les initiales de son grand-père. Demain, elle serait montée au-dessus de l'entrée du foyer communal, mais ce soir, elle voulait un dernier moment avec elle dans sa main. « Merci », murmura-t-elle à l'air frais de la nuit. « De croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. De voir ce que je pouvais devenir. » Plus tard, après que les enfants se soient endormis dans leur nouvelle chambre dans le chalet du régisseur, maintenant agrandi pour accueillir confortablement leur famille, Chloé se tenait seule sur la terrasse, contemplant les lumières de la communauté en contrebas. Elle glissa la pièce dans son cadre, la sécurisant pour l'exposition. D'un seul euro, un monde entier avait grandi, une communauté sauvée, une famille réunie, un avenir assuré, non seulement pour ses enfants, mais pour les générations à venir. À l'intérieur du chalet, Léo appela d'une voix endormie, « Maman, tout va bien ?» « Tout est parfait », répondit Chloé. Et pour la première fois depuis des années, elle le pensait vraiment.